Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Angle Caché. Aujourd'hui, nouvelle réaction encore, donc là vraiment là je profite pour contester OBS, etc. Là normalement j'ai prévu 4 vidéos, là c'est la troisième qui sort, donc là on va réagir à un sujet qui est brûlant, parce que c'est un sujet qui concerne ma génération, la génération Z, parce que tout simplement on va demander, est-ce que la génération Z, la génération flemme, celle qui tue le travail? Donc du coup on va voir ces vidéos de cette chaîne, de cette scène-là, Indosted, Indosted, je sais pas comment on dit, du coup, c'est une vidéo que j'ai déjà vue, je trouvais méga intéressante, donc on va la regarder avec vous et on va y réact. On dit d'eux qu'ils sont fragiles, qu'ils sont démissionnaires, qu'ils ont tué la valeur du travail. On les appelle la génération flemme. Ils sont nés entre 1997 et 2012. La génération Z Bien. incarne le mythe du doomer, ce parasite léthargique. Mais et si Ouais, c'est réel, hein, vous connaissez sur toutes les chaînes d'information, bon, beaucoup plus d'un parti politique que l'autre. Voilà, donc sans évidemment nommer, évidemment, etc. Sans faire de fausses accusations, mais oui, on va pas se mentir que bon, des cris comme dit chacun branleur. Bon, je m'inclus parce que bon, bah, même si moi je viens juste d'avoir le bac, là je suis un bachelier, bah, je suis aussi la génération Z aussi, donc voilà. la vérité c'était que cette génération n'était pas en train de démissionner par paresse, mais par lucidité. I just quit my job. Cette jeunesse n'est pas le problème, mais le symptôme. Le signal d'alarme que le monde du travail tend vers son obsolescence. Aujourd'hui, on va faire l'autopsie d'un système à bout de souffle. Je vais vous prouver que ce que vous appelez flemme est en fait une rébellion logique face à un monde en plein effondrement. Bienvenue Ouais. dans la modernité liquide. Tiens, 500 balles de... Bon, on va juste, voilà, on va juste passer un peu la sponsor, juste, voilà, donc désolé les gars. Donc sur la sponsor, mais allez, bon, pour ceux qui veulent quand même savoir quand même un peu. matos. Car un compte courant qui te rapporte 4% par an, t'as un wallet crypto en self-custody, t'as des visas. Voilà, voilà, c'est bon, juste pour savoir que c'est plus juste pour les curieux qui voudraient savoir c'est quoi la sponsor de la vidéo. Bref, on est parti. Au troisième trimestre 2025, l'INSEE recense un taux de chômage de 18,8% chez les 15-24 ans, soit l'un des plus élevés d'Europe. C'est 4 fois supérieur au taux de chômage des plus des 51 ans, qui est de 5,1%. Alors, Ah, quand même, la différence, hein, ça fait quand même qu'un choix de 18%, c'est vraiment, c'est assez effrayant, quoi. Ça veut dire que on est à un peu moins d'un jeune sur 5 qui est au chômage, en fait. C'est quand même chaud, quoi. Même si, bon, après, définition de chômage inactif, c'est que t'as rien fait dans ta vie, chômage, que t'as déjà travaillé, et que t'es en développement d'emploi, que t'en recherches un. pourquoi un tel écart? La réponse facile, c'est de dire que les jeunes ne veulent plus bosser. Mais la réponse réelle, c'est que le ticket d'entrée dans la vie active est devenu un parcours du combattant absurde dans un système qui a tout simplement cessé de tenir ses promesses. L'accès aux études supérieures s'est démocratisé, et si c'est une victoire pour l'égalité des chances, ça a entraîné une dévaluation mécanique des diplômes. Aujourd'hui, le master Bah, évidemment, bah, de la fameuse perte de la valeur des diplômes, voilà, donc tu sais que, bon, aujourd'hui, bon, moi, le bac que j'ai eu, bon, même si je suis content de l'avoir, bon, je sais très bien qu'il vaut pas grand-chose, même si aussi, bon, un master, aujourd'hui, bon, c'est plus la même valeur que t'entends, quoi. Donc voilà, donc l'inflation des diplômes, du coup, donc, qu'on a eu comme la massification scolaire, qui fait que maintenant, vous voyez, aujourd'hui, ça fait que les diplômes ont perdu de leur valeur, quoi. est devenu le nouveau bac, là où pour la génération des boomers, décrocher son diplôme secondaire était déjà un exploit. Aujourd'hui, le bac plus 5 n'est plus qu'une norme de base. Le problème, c'est que jouer le jeu du système ne garantit plus la récompense de l'emploi. Pire encore, au-delà de ne pas servir le bouclier anti-chômage, ces 5 ou 6 années passées sur les bancs de l'école sont presque traitées comme une perte de temps. Il suffit de regarder les offres d'emploi pour s'en convaincre. On demande à des juniors d'avoir le diplôme le plus élevé et déjà 2 années d'expérience pour des missions qui, bien souvent, ne nécessitent aucune de ces deux exigences. Le message Ah bah ouais, ça sera réel, hein, parce que bon, bah, force à vous, ceux qui ont recherché une alternance ou un stage, moi j'ai cherché une alternance. Oui, on va pas se mentir qu'aujourd'hui, si t'as pas d'expérience, t'es finito, hein. T'es complètement mort. Si t'as pas d'expérience, t'es quand même mort. Putain, je n'arrive jamais à cadrer cette foutue caméra. Mais oui, oui, sans expérience, t'es complètement mort, hein. T'es en finito, hein. envoyé à la jeunesse est d'une violence inouïe. Que l'on ait étudié ou non, que l'on soit diplômé ou non, être jeune est devenu une tare sur le marché de l'emploi. On se retrouve face à un embouteillage de jeunes non actifs, coincés dans l'impossibilité de cocher simultanément les cases du diplôme, de l'expérience et de l'âge. C'est le sentiment Ah bah bon, bah oui. Parce que bon, bah quand t'étudies, ça fait que tu peux pas travailler.
Et aujourd'hui, on va pas se mentir qu'aujourd'hui, clairement, il faut avoir un peu d'expérience. Clairement, le conseil que je vous donner, c'est faire des expériences, je sais pas, du bénévolat, des stages, ou des jobs d'été, ouais, mais faites un truc de votre vie, quoi. Et un projet personnel à côté. Ça, vous sauvez la peau aussi. Sentiment d'être puni d'avoir investi son temps et son argent dans son éducation. Et dans ces conditions, comment ne pas baisser les bras avant même d'avoir commencé? Au-delà de la difficulté d'accès à l'emploi, la Gen Z fait face à un séisme historique. Elle est la première génération depuis la révolution industrielle à subir une régression de son confort matériel. Et pour le dire bien brutalement, les enfants sont désormais moins riches que leurs parents. C'est ce qu'on Ah oui, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive. Bon, là, pas le cas franco-français, hein, mais même en général dans le monde, c'est comme ça, quoi. On appelle la rupture du contrat de progrès intergénérationnel. Nous avons été éduqués, et je m'inclus dedans car nous les millénials on partage tous le même naufrage, avec des standards de vie qu'un salaire équivalent, même parfois supérieur, ne permet plus d'atteindre. L'explication est Donc là, c'était l'inflation. mathématique. L'explosion du coût de la vie a totalement distancé l'évolution des salaires. Les chiffres de l'INSEE sont sans appel. En 2025, le niveau de vie des moins de 30 ans a stagné par rapport à celui de 1975, alors que celui des plus de 60 ans a bondi de 60%. Alors le miroir s'est inversé. Le taux de pauvreté frappe désormais 20% des 18-24 ans contre Ah bah oui, quand tu vois à quel point il y a des jeunes là qui sont en train de crever là, vraiment, face à vous en fait, gens étudiants, etc., qui galèrent à boucler leur fin de mois, payer votre logement, vos charges, etc. Vraiment, force à vous, force à vous. moins de 8% chez les retraités, dont les pensions sont pourtant financées par les cotisations de ces mêmes jeunes actifs précaires. Le symbole le plus violent de ce déclassement, ça reste le logement. Dans les années 1970, un jeune couple pouvait devenir propriétaire avant ses 28 ans. Aujourd'hui, l'âge du premier achat frôle les 35 ans selon les communes. Ce qui était un tremplin est devenu un mur. Le loyer ou le crédit pèse aujourd'hui quasiment 40% du budget des jeunes urbains, soit le double de ce que payaient leurs grands-parents. Alors le Ouais, bah, déjà 40%, on voit rien que payer ton loyer, quoi. Donc, et tout ce qui est, je sais pas, nourriture, bouffe. Non, nourriture, bouffe, c'est la même chose. Bon, ouais, t'as compris. Tout ce qui soit la bouffe, les transports, voilà, et tout ce qui est tout, quoi. Donc, payer l'eau, l'électricité, le gaz, etc., etc. Ouais, vraiment, résultat, c'est quoi? C'est que près de la moitié des 18-25 ans vivent encore chez papa-maman. Alors, pas par choix, mais par pure incapacité financière à s'extraire du nid. Et dans ce contexte, comment croire encore à la méritocratie? Quand le travail ne garantit plus le confort mais la simple survie, l'idée même d'ascension sociale ne relève plus d'un projet de vie, mais du fantasme pur et simple. Et c'est ici que surgit un paradoxe de taille. Malgré un chômage record, les employeurs n'ont jamais eu autant de mal à recruter et surtout à fidéliser leurs employés. La rupture est telle que certains managers ferment même la porte à la Gen Z, l'accusant d'être ingérable, paresseuse ou même dangereuse pour la stabilité de l'entreprise. Il faut dire que les codes ont un peu volé en éclats aussi. Sur TikTok, les vidéos de démission en direct sont devenues une tendance virale. Là où pour les générations précédentes, démissionner était un acte grave, souvent synonyme d'échec ou de désespoir, c'est devenu pour les jeunes un geste aussi banal qu'un changement de playlist. En Ah bah oui, bon, on va pas se mentir, ça c'est vrai que ça c'est un truc du coup, donc c'est vraiment un conflit générationnel entre du coup les anciennes générations et bon, notre génération et la génération Z, c'est le fait que nous, on dispersionne beaucoup plus facilement. Et bon, et moi j'ai des explications, mais ça sera trop long, voilà. Donc, bon, plus je prévois plus une vidéo sur le sujet, je parlerai de la génération Z, du rapport au travail, donc voilà, je vais pas trop développer là-dessus. Le mec qui ensuite à vous abonner à la chaîne. missionne pour l'audience, pour le symbole Aussi, ou j'ai la flemme simplement parce de qu'il est temps de expliquer aussi. passer à autre chose. Jusque dans le recrutement, les règles du jeu changent. C'est devenu un entretien mutuel. Le candidat ne cherche plus seulement à convaincre, il exige aussi que l'entreprise prouve qu'elle mérite son temps et qu'elle respecte ses valeurs. Le rapport de force s'est inversé et la hiérarchie pyramidale s'effondre au profit d'une horizontalité qui bouscule les cadres seniors. Ah bah oui, quand on a été biberonné dans le culte néolibéral du travail sacrificiel, on peine à comprendre cette jeunesse qui place la dignité et l'équilibre mental avant l'avancement de carrière. Pire pour l'ego des patrons. Cette génération a des choses à leur apprendre. C'est ce qu'on appelle le reverse mentoring. En tant que natifs digitaux, ils maîtrisent des codes technologiques et sociétaux que leurs supérieurs peinent seulement à déchiffrer. On assiste en Ah oh, bah ouais, c'est ça, c'est réel. Bah bon, mais c'est vrai, bon, c'est une petite chose, hein. Bon, tous les jeunes sont pas, on n'est pas tous des ingénieurs
trop high-tech, on n'est pas tous calés sur l'IA, quoi. Donc quand je dis calé sur l'IA, c'est pas en mode, ouais, faire un prompt, etc., tout le monde sait le faire. Mais c'est vraiment en mode, je sais pas programmer, etc. Voilà, on n'est pas non plus tous à ce niveau-là, mais juste on sait utiliser des choses de base que nos aînés savent pas forcément le faire. En réalité à la révolution silencieuse du non. La génération Z n'attend plus l'épuisement ou le burn-out pour refuser des conditions de travail médiocres. C'est ce qui leur vaut cette étiquette de génération qui ne veut plus travailler. On parle même de quiet quitting ou démission silencieuse pour désigner le fait de ne s'en tenir strictement qu'à sa fiche de poste, à ses horaires et de ne pas s'investir au-delà. C'est marrant ça, hein, que faire exactement ce pour quoi on est payé aujourd'hui se soit perçu comme une force de démission. Alors, dans cette révolution où le travail cesse d'être une identité pour devenir un simple outil, la question se pose, est-ce que vraiment les jeunes ne veulent plus travailler ou est-ce qu'ils refusent simplement de travailler comme avant? Et je pense que c'est ça, vraiment, la véritable question à se vous poser, les amis. Et bon, quand je dis, mais c'est même pas forcément la jeune génération, mais plus l'ancienne génération et pour la nouvelle aussi, c'est vrai, la vraie question, c'est plutôt, au lieu de dire, oh, les jeunes ne peuvent pas travailler, etc., tous ces gros flemmards, des paresseux, ceux-là à scroller TikTok au fond de leur lit bien douillet, etc., on peut se demander, est-ce qu'ils ont encore envie de travailler encore comme auparavant, quoi, avec des parents, du coup, qui faisaient des véritables sacrifices, hein, donc voilà, quoi. Bon, je suis pas à vous faire la leçon, bah, je pense que si vous venez un peu de la classe moyenne populaire, je pense, on est près tous dans la même situation, avec travail sacrificiel, etc., comme a dit néolibéral. Voilà. Bon, on continue la suite. Le sociologue Zygmunt Bauman a théorisé le concept de modernité liquide, comme la métamorphose de nos structures sociales. Dans son livre La vie liquide, il écrit « Dans une société de modernité liquide, les conditions d'action et les stratégies de réponse vieillissent et deviennent obsolètes avant que les acteurs n'aient eu le temps de les apprendre correctement. » Ça signifie que nos repères se dissolvent avant même que nous ayons eu le temps de les intégrer. Et cette analyse, elle date de 2005. Alors imaginez l'accélération et l'ampleur du phénomène aujourd'hui à l'heure des algorithmes et de l'instabilité permanente. Dans ce monde en fusion, les valeurs solides, soit le travail à vie, le foyer stable, la confiance dans les institutions, qui servaient de piliers à nos éducations, sont devenues complètement caduques et Ah bah bon, bah oui, que pour ça, bon, bah le travail à vie, maintenant, aujourd'hui, bon, bah, tiens, le CDI, il a été très diabolisé. Bon, moi, ah bon, en vrai, je parle de mon cas, parce que moi, c'est différent. Moi, le salariat, c'est un truc qui m'intéresse pas durement de base, mais bon. Par exemple, je sais pas, par exemple, le salariat et tout, ah oui, on va pas se mentir que bon, le CDI, aujourd'hui, voilà, quoi, c'est faire des sacrifices, on va pas se mentir, en plus, même le salaire, même, bah, il suit pas le coût de la vie, même, qui a monté plus rapidement que les salaires, l'inflation, en gros. Voilà. Le foyer stable, bah, clairement, aujourd'hui, acheter un appart, si t'es pas héritier, si t'as pas reçu de donation, c'est quasiment impossible, hein. Vraiment en partant que de toi-même, avec ton salaire, etc. Et quand dans l'institution, on va pas se mentir, aujourd'hui, les institutions n'ont jamais été autant remises en cause. Surtout en plus, quand tu fais la justice française, voilà. Rien que ça, déjà, ça montre justement le fait que tous ces valeurs qui étaient solides, toutes ces valeurs qui ont fait la société française fut un temps, n'est plus que c'était aujourd'hui. rien n'est certain, tout est en mutation perpétuelle. Alors, la notion même d'engagement et de planification perd tout son sens. Pourquoi bâtir sur le long terme quand le sol sous nos pieds change de forme chaque jour? L'engagement n'est plus une vertu, il est devenu une prise de risque que beaucoup ne sont plus prêts à courir. Ce petit appareil génial. Bon, bon, encore une fois, on va passer encore une fois la pub, hein, encore une fois, hein. Youpi, youpi, vraiment vite. Bon, vraiment, si vous pouvez, mettez des VPN ou alors mettez, je sais pas, Adblock, etc. Mais tu sais, après, je crois que Adblock maintenant, c'est coupé, etc. Et bon, spoiler alert, en plus, ça parle de la clim, en plus. Voilà, donc justement, un sujet d'actu, justement. Bon, bon, vous avez assez vu ma grosse gueule, allez, on reprend la vidéo. Parti. Wesh, c'est bon. Quand le métronome du monde se cale sur le rythme du scroll, s'engager dans un CDI perd paradoxalement tout son sens. Et je dis paradoxalement car dans un univers aussi incertain, on pourrait croire que la sécurité de l'emploi serait une sorte de Graal. Mais pourquoi jurer? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que quand on dit ma rationnel, bon, on dirait, bah, se dit, c'est ce qu'il y a de plus rationnel, quoi, ce qu'il y a de plus logique, quoi. T'as stabilité financière, voilà, voilà, donc, quand t'as donc
c'est périn, donc ça fait que bon, t'es pas précaire, pas dans une précarité. Bon, oui, je rappelle, la précarité, c'est le fait, c'est l'instabilité, hein, c'est pas le fait d'être pauvre. Ouais, ouais, ça, c'est la pauvreté, donc. Mais, ouais, c'est vrai qu'en vrai, on pourrait bien Fidélité à une continuer sur leur entreprise session. sur le long terme, si elle peut faire faillite demain, si le poste peut être automatisé par une IA, ou pire, si les missions sont dépourvues de toute stimulation. Leur réponse à cette instabilité chronique tend en un mot l'hyper-présentisme. Puisque l'avenir est illisible, seul compte l'assurance de l'ici et maintenant. Tout doit être rapide, efficace et offrir une gratification instantanée. On peut lire ça comme une forme de réalisme brutal finalement. Aujourd'hui est la seule chose à laquelle on peut se fier avec certitude. Leur rapport à l'argent déroutant est basé sur la même logique. On a là une génération qui dispose du pouvoir d'achat le plus faible depuis des décennies, mais qui est prête à tout plaquer pour un aller simple vers Bali, à dépenser des centaines d'euros dans des matchas en terrasse, et Vraiment, les gars, buvez pas de matcha, les gars. Vraiment, le matcha, les gars, vraiment, je sais pas comment cette thé, ça a réussi à monter. Ouais, évidemment, tu bois de l'herbe. Bon, j'ai déjà goûté du matcha, mais c'est horrible, hein. Bon, après, bon, je pense qu'il y a des saveurs, des goûts et tout, mais voilà. Je suis bien qui vais juste pleurer sur le matcha, oui, que vraiment, pour moi, ça m'a traumatisé, ça m'a trop. ça, c'est le triomphe du plaisir immédiat, une consommation fast fashion appliquée à l'existence même. La projection dans l'avenir a été balayée par des shots de dopamine et des décisions impulsives. Après tout, quitte à être pessimiste pour le futur, autant l'être avec une vue sur l'océan. D'autant qu'un phénomène invisible mais omniprésent vient sceller cette prise de position et c'est l'éco-anxiété. Au-delà de la seule question climatique, l'éco-anxiété agit comme un sentiment d'effondrement généralisé. C'est un basculement psychologique majeur qui redéfinit tout rapport au futur par le prisme d'un pessimisme radical. L'étude de référence à ce propos menée sur 10 000 jeunes à travers le monde livre des chiffres qui font froid dans le dos. 74% des 16-25 ans jugent le futur terrifiant. Bon, on va pas se mentir, bon. Moi aussi, j'en fais partie. Bon, pas de 74% littéralement de l'étude, hein, évidemment, quoi. Mais bon, on va pas se mentir aussi que quand tu vois tout ce qu'il y a, quand tu vois les guerres dans le monde, quand tu vois qu'il y a peut-être possiblement il y aura de plus en plus de sécheresse, les étés seront de plus en plus chauds, il y aura de plus en plus de canicules. Quand tu vois que le travail risque d'être normalement être automatisé, il y a beaucoup de gens qui soit finiront à terme par être remplacés, etc. Qu'on sera surassisté par les entreprises et tout. C'est vrai que quand tu vois ça, bah ouais, tu seras dans le dos, hein, t'as l'impression d'être dans Matrix, quoi. Ah, Et près littéralement. d'un sur deux considère que l'humanité est condamnée. Bon, on va pas se mentir que bah oui, bon, déjà quand je disais de la dernière vidéo, j'espère que ça allait la voir là. Le rapport déjà du GIEC avec le fait qu'on a gagné, bon, gagné entre guillemets, plutôt qu'on a subi une hausse de la température de 1,5 degré là déjà sûr. Faut pas attendre 4 degrés dans le pire scénario, rester à ce seuil-là, donc peut-être 2 degrés déjà, ça va être un changement majeur. Donc, c'est-à-dire du coup un peu plus catastrophe naturelle, c'était plus chaud, en plus d'incendies dans les forêts, etc. Donc, quand tu vois tout ça, ouais, bon, compliqué d'être optimiste, hein. Et en France, le constat devient carrément clinique. Selon un rapport de 2025, plus de 2 millions de jeunes présentent une éco-anxiété si sévère qu'elle nécessite un suivi médical pour éviter la dépression réactionnelle. Dans un Bon, je vous rassure les gars, je suis en parfaite bonne santé, je suis pas à ce stade-là, mais on peut se mentir que ouais, ouais. L'éco-anxiété, c'est quand même un vrai truc, hein. Bah oui, tu m'étonnes, hein, mais bon. Et bon, c'est la conséquence de toutes les activités humaines, écoute. Même si bon, elle a toujours pollué, mais bah, depuis l'époque industrielle, voilà quoi. Bref, on va pas refaire l'histoire. monde qui offre si peu de perspectives que renoncer à la parentalité est devenu un lieu commun, la notion d'engagement à long terme n'est plus une option, elle est perçue comme un non-sens. Le CDI, autrefois symbole de stabilité et de réussite, se transforme alors en piège à claustrophobes. Pourquoi signer pour les 40 prochaines années dans une structure rigide quand on n'est même pas certain de l'habitabilité du monde dans 20 ans ? Alors, connexion is the new engagement, Bowman explique dans Le Monde liquide qu'on ne cherche plus à s'engager, mais à se connecter. On branche et on débranche. On ne s'attache plus, on ne s'attarde plus. Cette culture du zapping permanent a glissé de nos écrans vers nos vies réelles. On pratique désormais le job ghosting comme on quitte une conversation WhatsApp en partant un jour sans jamais revenir. Et ce déclin
Mais c'est aussi pour le date costing aussi, ouais. Et je pense que dans le date, c'était encore même encore plus pire même. Et bon, ça vient d'un mec qui n'a jamais eu de meuf. Donc, voilà. Prenez avec ce que vous voulez. L'engagement est total. Le 20 novembre 2025, Dominique Nora soulignait dans le Nouvel Obs que l'effondrement des relations amoureuses durables commençait déjà à avoir des conséquences économiques majeures. Mais pour comprendre pourquoi cette génération semble incapable de rester, il ne faut pas seulement regarder leur environnement social, il faut regarder à l'intérieur de leur crâne. Car si le monde est devenu liquide, c'est aussi parce que nos cerveaux ont été reprogrammés pour ne plus supporter la solidité. Pour la génération Z, le smartphone n'est pas un accessoire, c'est l'architecte de leur cerveau. Bah ouais, littéralement, c'est une extension de nous-mêmes. Et je parle pas ici d'une simple habitude de consommation, mais d'une véritable reconfiguration neurologique. L'algorithme de TikTok, que les chercheurs appellent parfois l'héroïne numérique, a été conçu pour maximiser la rétention par des C'est réel, bouffées hein, de franchement, voilà, dopamine TikTok. ultra courtes. Et le résultat de ça, c'est ce qu'on appelle la fragmentation de l'attention. En consommant des vidéos de 15 secondes colorées et rythmées, le cerveau s'habitue à une stimulation massive et instantanée. Et les études en neurosciences montrent une baisse de l'activité dans le cortex. Putain, c'est peut-être pour ça que... Attends. C'est peut-être pour ça, les gars, que j'ai fait aucun vue sur cette chaîne. C'est parce que votre cerveau, il a été niqué, il a été reprogrammé. Alors que alors que c'est pour aller dessus YouTube et c'est normal. Ouais. Voilà. Ah bah, prenez comme vous voulez, mais bon, bref, voilà. Le mec essaie de se rassurer, Crary. Crary. Bon, allez, on reprend la vidéo. Préfrontale, la zone responsable de la concentration profonde et de la planification et de la patience. Concrètement, la Gen Z a un cerveau dont le muscle de l'attention longue durée s'est atrophié au profit d'une réactivité immédiate. Alors quand on les parachute dans un bureau pour une mission qui demande 4 heures de focus ininterrompu sur un fichier Excel, c'est pas vraiment de la mauvaise volonté, c'est un conflit neurobiologique. Le cerveau réclame le switch, le scroll, la nouveauté. Et demander à un natif de TikTok de supporter la lenteur administrative, c'est comme demander à un sprinter de courir un marathon avec des semelles de plomb. Les circuits de la récompense du cerveau ont été reprogrammés pour l'immédiateté, rendant la gratification différée du travail, ce fameux salaire qui arrive 30 jours plus tard, neurologiquement épuisante. Et si l'on s'en réfère à Spinoza, le désir est le moteur de l'humanité. Il est ce qui permet d'assurer notre survie en tant qu'être conscient en somme. Le problème, c'est que les réseaux Ça, c'est philosophique. sociaux ont hacké ce système de désir en proposant une économie de la dopamine immédiate. Un cerveau câblé sur l'algorithme, habitué à recevoir une gratification toutes les 15 secondes, perd sa capacité à désirer. Bon, du coup, ouais, si terminer rapidement la vidéo, parce que là, mon PC va plus tenir. Donc là, les gars, terminer rapidement la vidéo, là, je vous la balance et après, je règle ce problème. Des objets à long terme. Et si le job ne nourrit pas cet élan vital tout de suite, par du sens ou par de la stimulation, l'employé s'éteint. Le désengagement, c'est une extinction du désir professionnel face à un monde numérique qui, lui, ne nous fait jamais attendre. Alors que l'économie de l'effort est devenue le nouvel idéal, les réseaux sociaux agissent comme un filtre déformant qui brouille la réalité du marché de l'emploi. Pour une partie écrasante de la génération Z, l'objectif suprême n'est plus d'intégrer une structure, mais de devenir soi-même la structure. L'ère de l'influence est passée par là. Pourquoi trimer 40 heures par semaine pour enrichir un patron quand l'écran nous abreuve de réussites fulgurantes, de traders de chambre et d'influenceurs dont le travail semble se résumer à une esthétique parfaite. Cette exposition permanente au 0,1%, On sent quand même la millennials. le plus Bref, riche de la tout ça, planète, ça fait rien. crée une déconnexion totale avec la réalité salariale. Le SMIC, ou même un salaire de cadre junior, sont désormais perçus comme indécents, presque insultants, car ils ne permettent Bon, mentir, c'est réel, hein. Quand je vois certains, bon, je pense que t'avais vu là, les fameux micro-trottoirs là-bas où t'as certains qui disent ouais, minimum des 10K, des 20K, etc. Bon, j'espère que vous n'avez pas encore de travail parce que là, la claque là, elle a dû être très très terrible pour vous, malheureusement. pas d'acheter la vie que l'on voit défiler sur nos fils d'actualité. On assiste à l'émergence du mythe du digital nomade, cette idée que la seule vie digne d'être vécue se passe avec un ordinateur sur une plage à Bali en générant des revenus passifs. Mais
À force de se comparer à des exceptions statistiques ou à des mises en scène de succès faciles, beaucoup de jeunes finissent par passer à côté de réelles opportunités de carrière. En jugeant un premier job sous-payé ou médiocre par rapport à des standards exceptionnels, ils s'isolent du monde réel. Et cette frustration permanente les maintient dans une salle d'attente mentale. Ils préfèrent attendre un gros coup ou la gloire numérique plutôt que de s'investir dans des métiers lambda. Mais zoomons un instant sur ces réussites numériques. C'est ici que réside le paradoxe le plus fascinant et peut-être le plus mal compris de la génération Z. Ceux que l'on taxe de feignants ou de fragiles en entreprise sont souvent les mêmes qui déploient une force de travail et une résilience titanesque dès qu'ils passent de l'autre côté de l'écran. Car, contrairement aux apparences, le métier d'influenceur qui les fait tant rêver est l'antithèse absolue de l'économie de l'effort. Selon une étude menée par Monitoring entre 2019 et 2023, 54% des 13-38 ans rêvent d'embrasser la carrière d'influenceur. C'est-à-dire Bon, moi, après, moi c'est beaucoup plus youtubeur, quoi. Même si, en vrai, ouais, mais en vrai, du coup, je suis un influenceur, bah non, pas du tout, il y a personne qui me regarde. Mais en vrai, influenceur, ouais, bon, moi, je suis plus créateur de contenu, en vrai. C'était le truc que dit tout youtubeur en 2017 pour pas se faire taxer ouais, comme je suis influenceur, ouais, X des sponsors, des partenariats, blablabla. qu'ils sont prêts à accepter l'instabilité totale, la surveillance constante des algorithmes et l'absence de protection sociale pour une chance, même infime, de rendre lucrative la mise en scène de leur quotidien. La réalité du métier de créateur de contenu, c'est une hyper-productivité et une hyper-vigilance de chaque instant. Alors on est bien loin de l'image de la farniente à Bali et des revenus passifs. C'est une industrie de flux où s'arrêter de poster ne serait Bah ouais, en fait, ouais, c'est cohérent, c'est un conflit, en fait. Parce que bon, bah, déjà, m'acheter ces sites-là, c'est surtout des vidéos, par exemple, je sais pas, sur Insta, par exemple, des influenceurs avec des revenus passifs, je sais pas, sont sur Bali, ouais, à Dubaï, avec je sais pas, des Lambo, des Porsche, tout ce que tu veux là-bas, des Bugatti Veyron, etc. Donc, des grands restaurants de luxe qui ont des mondes des Patek, des Rolex, des villas avec piscine, etc., des immenses vues sur le Burj Khalifa, voilà. Donc oui, donc souvent ça. Souvent il faut que tu trades, etc. Alors qu'en vrai, bah, ça avec un ton contenu, il faut m'acheter, c'est comme moi, quoi. Donc tu stream, t'es là. Bon, je jette pas des fleurs en disant ça, mais c'est le fait que oui, la réalité, c'est ouais, de créer des contenus, pour avoir des vues, et grind au fur et à mesure. Donc voilà, quoi. Donc en vrai, ouais, je pense que c'est ça plutôt, avec créateur de contenu, ouais. Même si bon, moi je suis en sorte que ce soit assez accessible pour pas rapidement monter, mais ouais, tout à streamer. qu'une journée peut signifier la chute brutale de l'algorithme et une perte de revenus, voire de postes, si on peut appeler ça comme ça. Comment expliquer que ces jeunes, capables de passer des nuits blanches à monter des vidéos, à scripter, à analyser des statistiques complexes et à se réinventer 100 fois après un flop, soient les mêmes qui soupirent à l'idée d'un 35 heures avec salaire et horaire fixe? C'est parce que l'effort ici n'est plus vécu comme une contrainte extérieure, mais comme une extension de leur propre puissance d'agir. TikTok et Instagram les ont entraînés à une forme de résilience itérative. Ils échouent, ils analysent, ils recommencent. Bah ouais, mais c'est un peu positif, hein, voilà quoi. C'est vrai que surtout bon du coup donc on jette beaucoup en peinture, etc. On diabète beaucoup, mais il faut pas non plus jeter les bébés avec l'eau du bain. Ils ne baissent pas les bras face à l'échec car la stimulation est constante et le feedback est immédiat. Donc, ils sont capables d'une créativité sans relâche et d'une autonomie totale dès que l'objectif résonne avec leurs valeurs de liberté et de maîtrise technique. Ce n'est pas une fuite devant le travail, c'est une fuite devant le salariat traditionnel qui leur promet plus rien. Ce constat nous amène au cœur du sujet. Et si la génération Z n'était pas une génération de feignasses, mais une génération en exil dans un modèle de société périmé? Leur désengagement n'est plus une tare morale, c'est le symptôme d'une inadéquation systémique. On essaye de faire Ouais. rentrer des esprits formés à l'agilité et à l'horizontalité dans des structures pyramidales héritées d'un autre siècle. Le monde a changé, Ah les oui. codes ont muté. On peut pas leur en vouloir de refuser de jouer à un jeu aux règles truquées et dont les récompenses, la propriété, la sécurité, la retraite, se sont évaporées. La Gen Z est en réalité une boussole et le monde du travail aurait tout intérêt à suivre sa direction pour tirer le meilleur de leurs ressources. Si cette génération Ouais. ne semble pas trouver sa place, c'est peut-être parce qu'elle est déjà en train de construire celle d'après.
C'est la fin de notre enquête générationnelle. Bon, voilà, donc, bon, j'espère moi que cela vous aura plu. Donc, voilà, donc, vos réactions sont un peu ce qui vous concerne, hein. Donc, si vous êtes la génération Z, ou même si vous êtes d'une autre génération, je pense que ça peut tout à fait être intéressant. Donc, on va faire un petit peu de pub, un petit peu, du coup, pour cette chaîne YouTube-là que j'ai découvert récemment, là. Vraiment, donc là, que je vais même vous montrer. Voilà, donc bon, là, normalement, vous voyez pas ma tête, c'est normal. Donc, voilà, donc, du coup, donc, c'est cette chaîne-là, du coup, qui décrypte de la finance, de l'économie, de tech. Bon, c'est peut-être possible, peut-être que je parle d'eux, peut-être à l'avenir, etc. Je réfléchis encore à l'une de leurs vidéos, mais voilà. Bah ouais, en vrai de vrai, ouais, vidéo intéressante. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Mettez normalement le pouce bleu, de commentaires. Abonne-toi, appuie la petite cloche, c'est important. Et voilà, j'espère que je commence à gagner en aisance un peu avec ces contenus-là. On se retrouve pour une vidéo. Allez, salut, et surtout moi, là, je dois régler mon PC, il y a de s'éteindre.